Au Burundi, alors que le oui était largement en tête lors du dépouillement des votes du référendum, le procès de 9 personnes s'est tenu dans la capitale. Ils sont accusés d'avoir déchiré des bulletins de vote lors du référendum jeudi. Les autorités ont confirmé 3 nouveaux cas de maladie à virus Ebola à Mbandaka, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Cela porte à 43 le nombre de cas signalés. La Centrafrique a connu cette semaine un regain de violence meurtrière dans le centre et le sud-est du pays. La société civile a organisé une journée de réflexion sur son implication dans la résolution de la crise. Au cours des 5 dernières années, nous nous sommes attelés à asseoir les fondations institutionnelles, juridiques et programmatiques du Conseil de l'Entente rénové. On peut se réjouir aujourd'hui de constater que le Conseil de l'Entente repose sur une gouvernance conforme aux standards internationaux et a retrouvé sa place dans le paysage institutionnel sous-régional tout en diversifiant ses partenariats. Grâce au projet d'électrification rurale, d'hydraulique villageoise, de construction de classes et de centres de santé, mais aussi au soutien aux événements culturels majeurs dans nos pays, le Conseil de l'Entente a contribué à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et suscite un nouvel espoir pour notre jeunesse. Mais ce noble objectif ne peut être atteint que dans un climat de paix, de sécurité et de stabilité. Pour ce faire, le rapport relatif au mécanisme entente du renseignement, issu de la 3e réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières, fera l'objet d'échanges durant nos travaux. Monsieur le secrétaire exécutif adjoint, concernant la question du financement de la réforme du CERFER examinée lors de nos précédentes sessions, je voudrais, suite au succès enregistré, vous exprimer au nom des États membres ainsi qu'à votre équipe nos félicitations pour l'appui financier d'un montant de 5 milliards de francs CFA accordé par la BAD. Le Burundi s'acheminait vers une large victoire du oui au référendum constitutionnel de jeudi qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au poste jusqu'en 2034 selon les premiers résultats partiels publiés vendredi. Ces résultats sont ceux qui ont été envoyés à la commission électorale pour 14 des 18 provinces du pays, soit environ 70% des quelques 4,8 millions d'électeurs inscrits. Le oui obtient des scores oscillant entre 50 et 85% dans ces 14 provinces pour certaines des bastions de l'opposition. Ces résultats ont été publiés par un collectif de 15 radios publiques et privées œuvrant sous l'égide du ministère en charge des médias. La CENI n'a pas encore indiqué quand seraient communiqués les résultats officiels, mais un des cadres a confié à l'agence France Presse que cela pourrait avoir lieu samedi. Des témoins ont également indiqué avoir vu des Imbonerakure, la Ligue de jeunesse du CNDD-FDD, qualifiée de milice par l'ONU et qui fait régner la terreur parmi la population, faire du porte-à-porte pour inciter les électeurs à voter et en forcer certains à choisir le oui. Le procès de 9 personnes accusées d'avoir déchiré des bulletins de vote lors du référendum jeudi se tenait dans la capitale Bujumbura. Les accusés ont été condamnés à des peines de prison ferme et des amendes. Si le oui est adopté, la Constitution autorisera Nkurunziza, 54 ans au pouvoir depuis 2005, à briguer 2 mandats de 7 ans à partir de 2020. Depuis sa candidature à un 3e mandat en avril 2015, contesté par l'opposition, la société civile et une partie de son camp, il a mené une répression brutale qui a fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés. Le 24 mars 2013, l'ex-rébellion Séléka faisait son entrée à Bangui pour renverser le général François Bozizé et prendre le pouvoir de l'État. Cette situation
a contribué à détériorer profondément les relations séculaires entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Ce changement brutal de régime a fait de nombreuses victimes au sein de la population civile. Des dizaines de maisons ont été détruites ou incendiées. Une association des victimes de la crise a été créée. Le 11 mai a été décrété journée des victimes de la crise. Nous avons le devoir de nous souvenir du drame que ceux et celles des nôtres qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui ont eu à vivre dans notre pays. La République centrafricaine est entrée dans le cycle infernal de la violence représailles. La série des assassinats et autres actes de banditisme ne cesse de s'allonger en dépit des efforts déployés pour rétablir la sécurité et la cohésion sociale. Notre communauté travaille auprès des victimes comme des facilitateurs. Donc, on oriente les victimes à faire valoir leurs droits auprès des autorités régaliennes. La journée des victimes de la crise est une initiative citoyenne. Le 11 mai ne doit pas être seulement une journée du souvenir. Cette date doit mobiliser les Centrafricains pour réclamer justice et réparation. Comment impliquer la société civile dans la résolution de la crise en Centrafrique? Plusieurs composantes de la société centrafricaine se sont mobilisées pour réfléchir et trouver des pistes de solutions à la situation que traverse le pays. En tant que société civile, c'est le moment d'agir. D'agir, ça veut dire faire des propositions concrètes au gouvernement, faire des recommandations. Quand rien ne va plus, quand le politique est dépassé, c'est la société civile qui doit prendre ses responsabilités. Des femmes et des jeunes sont réunis pour échanger et partager leurs expériences. Le fruit de ces réflexions sera formulé sous forme de recommandations. Il est vrai, les collègues de la société civile, les jeunes, se sont énervés par rapport à ce qui s'est passé. Je crois pour notre part que la bonne manière de faire n'était pas d'organiser des journées de villes mortes, mais plutôt organiser des séances de rencontres, d'échanges avec les partenaires. Plusieurs actions sont menées par les différents segments de la société pour remettre la République centrafricaine sur la voie du développement. On est en situation de crise, mais comment faire pour résoudre cette situation? Et comme j'avais évoqué tout à l'heure dans mon exposé, je dis la femme est le noyau même de la société. Parce que quand tu prends la société civile, on a d'abord la société globale qui est caractérisée de tout le monde. Chaque Centrafricaine, chaque Centrafricain doit se sentir concerné et participer à cette œuvre d'intérêt national. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo n'est pas actuellement une urgence de portée internationale, a annoncé vendredi l'OMS, estimant que la situation peut être maîtrisée grâce aux mesures prises et à la campagne de vaccination prévue. Toutefois, dans un cimetière du pays, des volontaires locaux de la Croix-Rouge procédaient à l'enterrement sûr et digne d'un patient qui est suspecté d'être décédé d'Ebola. Ces enterrements sûrs sont essentiels pour réduire le risque de propagation d'Ebola au sein des communautés affectées. Le nombre de morts dû à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo s'élève à 25 sur un total de 45 cas confirmés ou suspectés selon le dernier bilan de l'OMS. Dès samedi, il y aura environ 7500 doses de ce vaccin expérimental sur place et l'OMS dispose encore d'une réserve d'environ 1500 doses. En outre, la société Merck, qui développe ce vaccin, s'est engagée à mettre gratuitement à la disposition de l'OMS 300 000 doses. L'OMS espère vacciner dans un premier temps entre 8 000 et 10 000 personnes, a avancé le directeur du programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS, Peter Salama. L'OMS entend vacciner
Environ 150 contacts et contacts de chaque patient, a-t-il précisé aux médias. L'agence de l'ONU a demandé 25 millions de dollars, soit 22,1 millions d'euros, pour faire face à la crise ces 3 prochains mois. L'épidémie d'Ebola, la plus violente de l'histoire, a frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés, à plus de 99% en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. L'OMS avait alors été vivement critiquée pour la lenteur de sa réaction. Des militants indignés sont désormais plus déterminés que jamais à défendre les droits bafoués des femmes au Soudan. À la base, la condamnation à mort d'une adolescente pour le meurtre de son mari violeur. Mariée de force à 16 ans, Noura Hussein, aujourd'hui âgée de 19 ans, a été condamnée à la peine capitale il y a une semaine. Le cas de la jeune fille a suscité l'indignation, les militants des droits des femmes lançant la campagne Justice pour Noura et l'ONU appelant à la clémence. Noura est condamnée à mort. Son cas nous a conduits tout près d'une exécution. La situation est dangereuse et les droits des femmes doivent être pris plus au sérieux pour que nous puissions les protéger et qu'elles se sentent en sécurité. Le cas de Noura a été mis en avant par les médias et les ONG, mais il y a des dizaines de milliers de cas comme celui de Noura dans notre communauté dont personne n'entend parler. Les lois au Soudan sont un mélange entre la charia et les traditions communautaires. Les femmes sont aujourd'hui oppressées par ces lois. Oui, les lois en elles-mêmes ne suffisent pas à résoudre complètement le problème, mais elles peuvent offrir un bon environnement pour respecter les droits des femmes. Néanmoins, de mauvaises lois créent un environnement qui oppresse les femmes. Selon Amnesty International, lorsque Noura Hussein a refusé de consommer son mariage, son mari a appelé 2 de ses frères et un cousin pour qu'ils l'aident à la violer. Le lendemain, alors qu'il essayait à nouveau de la violer, elle l'a poignardée à mort. Mais la Cour n'a pas reconnu le viol. Au Soudan, la loi autorise le mariage des enfants de plus de 10 ans. La Bosnie est traversée depuis le début de l'année par des centaines de migrants et réfugiés d'Asie et d'Afrique qui souhaitent rejoindre les pays de l'Europe occidentale. Les migrants, surtout des jeunes, mais également un certain nombre de familles avec des enfants, ont été conduits dans la direction de Salakovac, près de Mostar, à une centaine de kilomètres au sud de Sarajevo. Ils seront logés dans un ancien camp de réfugiés mis en place après les conflits dans les Balkans dans les années 1990 et qui a été aménagé pour ces nouvelles circonstances. Il pourra recevoir environ 300 personnes. Le gouvernement a décidé de fermer le parc ici et de transférer les migrants qui étaient logés dans le parc à Salakovac. C'est un centre qui se trouve sur la route de Mostar, un centre ouvert où il y a des baraques, la nourriture, les conditions sanitaires, des douches, etc. Je pense que l'opération a été bien préparée. Il n'y a pas eu de violence. Les agents sont partis volontairement. Il n'y a pas eu d'incident. Et il me semble que c'est une bonne action pour les migrants parce que la situation humanitaire dans le parc devenait de plus en plus compliquée parce qu'il y avait de plus en plus de tentes. On a eu de la pluie aussi pendant la semaine. La situation d'hygiène et de santé était vraiment très pénible. Selon le gouvernement bosnien, quelques 4000 migrants sont entrés dans le pays depuis le début de l'année. Le phénomène n'est pas comparable au passage des centaines de milliers de personnes par la route des Balkans en 2015 jusqu'à sa fermeture en mars 2016.